Nouvelle session de l'information suspect de Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la faveur d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le porte-parole du gouvernement a levé un coin de voile sur les affrontements violents entre les mutins et les éléments de la garde républicaine autour du domicile du chef de l'État lors de la tentative de coup d'État déjouée le dimanche dernier. Plus de précisions dans un instant. La période des fêtes de fin d'année, période synonyme de dépenses importantes, entre cadeaux, repas familiaux et déplacements, de nombreux ménages voient le budget mis à rude épreuve. Comment gérer ses finances en cette période? La réponse dans ce journal. Au cœur de l'actualité internationale, la Cour pénale internationale a condamné le chef de milice soudanais Al-Rahman à 20 ans de prison pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On en sait un peu plus sur les dégâts humains de l'attaque du domicile du chef de l'État lors du coup d'État déjoué au Bénin le dimanche dernier. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbechi, qui a décrit une attaque massive menée par des mutins lourdement armés, a dévoilé un premier bilan, encore provisoire, suivant un extrait de ses propos. Pour les informations en ma possession, je confirme que lors des affrontements violents autour du domicile du chef de l'État, l'objectif des mutins étant de se saisir de la personne du chef de l'État, il leur fallait neutraliser sa garde, laquelle, heureusement informée et mobilisée par son chef, assisté du chef de l'État lui-même, a fait front à temps, s'est préparé pour les accueillir. Donc, je réitère que les combats ont été rudes, violents. Nous avons, à l'occasion, perdu un agent. Pour les informations en ma possession, à l'heure où je vous parle, nous avons perdu un agent et nous avons eu également un blessé grave qui est pris en charge, heureusement. Du côté des mutins, il y a eu des blessés et il y a eu des morts, mais ils sont partis avec les corps. Et on ne peut pas dire, à l'heure où je vous parle, en attendant que l'armée fasse le point des effectifs et qu'ils rendent éventuellement les corps aux familles, on ne peut pas dire exactement le nombre de morts qu'il y a dans leur rang. J'ai évoqué les nombres parce que d'après les estimations du commandant garde républicaine, on sait que l'escouade qui s'est portée chez le chef de l'État, au regard des moyens mobilisés, des blindés et autres engins qui étaient là, on sait que c'était à peu près une centaine d'hommes. Cependant que nous, côté gouvernement béninois, nous n'accusons personne. Nous ne soupçonnons même personne. Nous avons vu comme vous, et par exemple, sur les réseaux sociaux, nous avons vu d'où sont venus les renforts aux mutins en matière de désinformation, de fabrication de nouvelles de toutes pièces pour déstabiliser, secouer notre quiétude et faire peur aux populations. Nous avons vu ça. Et nous savons exactement d'où ça vient. Pour autant, nous ne soupçonnons à cette étape-ci personne d'avoir instigé ce coup en instrumentalisant ou en intéressant d'une manière ou d'une autre les militaires qui, par leur attitude, viennent de se montrer indignes de la confiance de la République, mais les enquêtes nous permettront in fine de connaître les tenants et les aboutissants de ce qu'il s'est passé et donc de savoir si il y a eu des complicités ou des instigateurs venant de l'extérieur. Pour les dernières séquences, j'étais là. J'entendais les instructions au moment où il parlait de tout faire pour éviter un carnage dans les quartiers autour de la base. Quand les gens rendaient compte pour dire, bon, et là c'est bon, ils sont cernés, en fait, c'est lui qui dit, attention, nous avons des compatriotes autour. La base n'est pas en rase campagne. Donc, ne donnez pas d'assaut dans ces conditions-là. Parfois, il y avait de l'impatience de l'autre côté. Parce qu'ils se disent, mais plus ça traîne, on ne sait pas comment ils vont s'organiser. Qu'est-ce qu'ils vont entreprendre? Surtout à un moment donné, ils ont dit, on entend que ils vont également se porter vers l'aéroport de Cotonou pour créer le désordre là. Donc, eux, ils impatientaient de donner l'assaut final.
le chef de l'État dit, il n'en est pas question. Et c'est là où, effectivement, avec les diligences, l'assistance sous-régionale est venue nous permettre de finaliser. Sinon, soyez rassurés que le job était fait. Et si ce n'était pas la situation de ce camp, ça aurait été achevé. Personne ne serait même venu de l'extérieur. Et c'est si vrai que la précision des frappes, si vous allez là, il n'y a pas eu une seule victime humaine. Hein. Pas une seule. Il n'y a pas eu un bâtiment de touché. Même dans le voisinage, il n'y a pas eu un bâtiment de touché. Il n'y a pas eu une seule victime humaine. Il fallait faire ça avec doigté. Et c'est ce qui a été fait avec le concours de la sous-région. La tentative de coup d'État avortée du 7 décembre dernier continue de susciter des réactions au sein de la classe politique béninoise. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a exprimé sa position à travers une déclaration publique dans laquelle il apporte son soutien au chef de l'État Patrice Talon et salue l'action des forces de défense et de sécurité. Suivons-le. Je condamne fermement cette attaque ignoble et salue le courage et la détermination dont ont fait preuve le président de la République et les forces de défense et de sécurité dans la gestion de cette situation, surtout qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat. En ces circonstances, j'exprime ma proximité au président et le félicite pour avoir su coordonner avec le commandement militaire les opérations qui ont permis de montrer une fois de plus la solidité de notre pays face à cette épreuve. Aucun projet politique ne peut justifier la violence, encore moins le sacrifice de vies innocentes. Dans ces heures tragiques, j'en appelle au sursaut patriotique, à l'apaisement et à l'unité, afin que notre nation continue d'avancer sur le chemin de la paix, du progrès et de la démocratie. J'appelle le peuple béninois au calme et à la paix. J'invite les Béninoises et Béninois à apporter leur adhésion ainsi que leur soutien au président Talon et à son gouvernement pour la poursuite de l'œuvre de modernisation et de construction du développement économique et social durable du Bénin. En ces moments de douleur et d'épreuve, je tiens à exprimer ma compassion la plus sincère aux familles éplorées. Que la mémoire de leurs proches disparus demeure à jamais une source d'inspiration, de force et d'unité pour notre nation. Moins de 24 heures après l'assaut perpétré contre la SRTB, lors de la tentative de coup d'État avortée, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Locaux, s'est rendu dans les locaux de la télévision nationale. Le président de la RAC a exprimé le soutien plein et entier de l'institution, réaffirmant sa solidarité et sa proximité auprès des agents. J'entends encore tentative. Cela a bien dépassé le stade de la tentative cette fois-ci. Ce fut vraiment un coup d'État déjoué, mis en échec. Je tenais à venir vous dire toute la sollicitude de votre institution constitutionnelle. C'est pour ça que nous sommes venus ce matin. Et je sais qu'il y a eu du traumatisme, parce que nous avons vu quelques images en exclusivité tout à l'heure qui certainement intéresseront ceux qui font les enquêtes. Je profite pour rappeler que le domaine que nous nous régissons est un domaine extrêmement important et stratégique, c'est-à-dire la presse. Vous savez, le coup d'État a eu lieu ici. Je peux dire que c'est ici, c'est sûr ici que les putschistes comptaient pour réussir. Vous voyez l'importance des médias. C'est pour ça que nous avons souvent travaillé à ce que le message des oiseaux qui appellent la pluie, que ça ne passe pas, et que je voudrais le dire aujourd'hui solennellement, forcément,
au-delà de toutes les règles de déontologie, de tout ce qu'on veut, nous allons exiger du patriotisme. C'est une obligation, c'est une exigence, le patriotisme de tous les médias. J'ai vu le traitement qui est fait aujourd'hui, j'ai fait ma petite revue de presse, ça va, les médias traditionnels, ça va. Seulement, j'ai vu un ou deux qui n'ont même pas mentionné. La HAC leur interdira d'en parler alors. Je dis l'exigence du patriotisme et je le redis, nous exigerons du patriotisme des médias désormais. Dans un tout autre registre, à présent, alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, la pression financière se fait sentir dans de nombreux foyers. Période de générosité, mais aussi de dépenses imprévues, elle met souvent les budgets à rude épreuve. Face à cette réalité, plusieurs stratégies existent pour mieux maîtriser ses finances et traverser les festivités sans se ruiner. Écoutons à présent les explications d'un journaliste spécialiste des questions économiques. La période des fêtes en général et la période de fin d'année en particulier n'a rien d'extraordinaire que les autres périodes de l'année. Vous avez une prévision budgétaire pour les fêtes, en l'occurrence les fêtes de fin d'année. Donc vous devez pouvoir établir ce qu'on appelle les dépenses et les recettes. Vous imaginez, vous vous mettez dans la peau d'un chef de famille, vous vous mettez la peau d'un ordonnateur donc de votre budget qui donc a des dépenses à effectuer, mais aussi doit mobiliser donc les recettes, soit à travers le salaire, soit à travers les émoluments, soit à travers des activités donc lucratives. Vous avez donc ce qu'on peut appeler ici les recettes. Vous avez l'argent à votre disposition. Alors ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est d'évaluer les dépenses à effectuer. Attention, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout est beau, tout est joli, tout passe par la publicité et donc on est tout de suite manipulé, soit par la famille, soit par les amis, ou bien soit par soi-même. On a l'envie de bien faire, l'envie d'acquérir beaucoup de choses, faire plaisir à ces personnes-là. Il faut être très très vigilant et très très attentif. Vous élaborez vos dépenses. Vous définissez une liste des besoins qu'il vous faut pour passer donc en beauté cette période-là. Il ne sert à rien d'abord d'acheter des choses qui ne vont pas concourir à votre bien-être. Donc, le principe, il est aussi simple. Est-ce que j'ai besoin, je donne un exemple, nous sommes en fin d'année, est-ce que j'ai besoin d'acheter 4 ou 5 guirlandes pour orner ma maison? Si je n'en ai pas besoin, pas la peine de l'acheter. Est-ce que j'ai besoin de rénover la garde-robe de mes enfants, de ma femme, de madame? Si ce n'est pas nécessaire, parce que le voisin l'a fait à ses enfants ou à sa femme, il faut forcément le faire. Si vous l'avez déjà programmé dans votre budget au cours de l'année et que vous êtes suffisamment, votre garde-robe est suffisamment fournie pour passer en beauté ces fêtes-là, vous passez dessus. Mais si vous estimez que c'est en fin d'année, vous profitez donc des fêtes pour renouveler votre garde-robe, alors là, c'est ce programme qui est le bienvenu. Donc voilà un peu comment il faut programmer les choses. Vous savez déjà, je donne un autre exemple, vous savez déjà que en décembre, vous avez une fête de fin d'année. Alors, en tant qu'individu, vous programmez vos dépenses, vous programmez donc les choses dont vous avez besoin pour nourrir la famille. Soit c'est du riz, soit c'est des spaghettis, soit c'est du cassoulet, c'est les biens de consommation en général, c'est des boissons également. Donc, vous programmez cela au moins 3 mois avant l'arrivée des fêtes. Parce que au cours de cette période, vous avez la flambée des prix, vous avez la mauvaise qualité de ces produits-là qui sont déversés sur le marché. Alors, si vous vous préparez un peu plus à l'avant, aujourd'hui, vous ne serez pas en train donc, de vous arracher les cheveux pour pouvoir donc, satisfaire aux besoins, aux désirs donc, de votre famille. Donc, si vous êtes père de famille, en temps normal, ce n'est pas en décembre qu'il faut faire les prévisions. Vous avez déjà dépassé cette étape-là. Et actuellement, vous serez en train peut-être de gérer
les imprévus, les petits trucs, les petits couacs que vous n'aviez pas peut-être pu faire, ou bien les aliments qui pourraient être périssables. Quand je prends par exemple les cacahuètes, certaines boissons qui pourraient, en l'espace de 3 mois, périmer. Alors là, vous pouvez donc prévoir cela par ces temps. Donc véritablement, c'est le fait de ne pas prévoir ce mécanisme-là, c'est-à-dire les recettes et les dépenses, pour les fondre dans un ensemble qu'on appelle budget, qui arrive à nos concitoyens chaque fois et ils se plaignent du fait qu'on a été surpris par les fêtes, on n'a pas l'argent, les fêtes sont là, la vie est morose, vraiment, on ne sait pas comment offrir mieux aider à la famille. Donc, un peu comme l'État, gouverner, c'est prévoir. En interactualité, le tribunal de Kempton Park a ordonné la remise en liberté sous caution de Nonkululeko, animatrice radio, ainsi que de 4 autres suspects interpellés dans le cadre d'une enquête sur un présumé réseau sud-africain de recrutement de mercenaires pour le compte de la Russie. Le parquet national n'a pas contesté la libération, jugeant qu'aucun élément ne justifiait pour l'heure leur détention. Le reportage. En Afrique du Sud, Nonkululeko Mantula, animatrice radio de 39 ans, et 4 hommes ont été remis en liberté sous caution par le tribunal de première instance de Kempton Park dans le cadre d'une enquête sur le recrutement présumé de mercenaires pour la Russie. Il appartenait à l'État de démontrer que leur libération sous caution ne posait pas de problème pour la justice après avoir discuté avec l'enquêteur principal. Nous avons été informés qu'aucun élément ne justifiait de s'y opposer. Nous ne nous y sommes donc pas opposés. Nous avons ensuite proposé différents montants de caution en fonction du rôle présumé de chacun des accusés. La présentatrice incriminée avait été arrêtée avec 4 hommes à la suite d'une dénonciation. 3 des suspects avaient été placés en détention alors qu'ils tentaient de monter à bord d'un vol à destination de la Russie. L'enquête a révélé que Mantula s'est rendu en Russie environ 5 fois depuis septembre. C'est pourquoi nous avons demandé au tribunal de lui interdire de voyager à l'étranger. Elle ne pourra se déplacer qu'en Afrique du Sud. Et si elle doit se rendre dans une autre ville pour son travail, elle devra d'abord demander l'autorisation à l'enquêteur chargé du dossier. Ces arrestations interviennent alors que la police mène parallèlement une enquête visant une fille de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, soupçonnée d'avoir trompé 17 autres hommes pour qu'ils combattent comme mercenaires pour la Russie en Ukraine. Malgré les appels à manifester contre la présidente Samia Suluhu Hassan, la Tanzanie est restée très calme ce mardi. Fin octobre, des manifestants avaient réclamé le départ de la chef, provoquant une répression sanglante à travers tout le pays. Les menaces de la présidente et de son gouvernement ces derniers jours semblent avoir dissuadé toute rébellion. Suivons. En Tanzanie, la mobilisation annoncée ce mardi n'a finalement pas eu lieu. Malgré les appels à manifester contre la présidente Samia Suluhu Hassan, le pays est resté calme. À Dar es Salaam, l'une des villes où les protestations d'octobre avaient été les plus fortes, les rues étaient quasi vides. Ces derniers jours, les autorités avaient multiplié les mises en garde. La présidente affirmait être prête à faire face à tout rassemblement. L'absence totale de transport, les contrôles renforcés et la présence accrue des forces de l'ordre ont achevé de dissuader les citoyens. Encore marqués par la répression d'octobre, qui aurait causé plus de 1600 morts selon l'opposition. Si le gouvernement se félicite du calme observé, le mouvement de contestation ne faiblit pas. Les manifestants réclament toujours le départ de la présidente et de meilleures conditions économiques. Une nouvelle mobilisation est prévue le 25 décembre. Au Maroc, au moins 22 personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans la nuit du mardi au mercredi dans l'effondrement de 2 immeubles de 4 étages dans un quartier de Fès, grande ville du nord du Maroc. Le reportage. Au moins 22 morts dans l'effondrement de 2 immeubles survenus tôt ce mercredi à Fès. Selon les autorités de la 3e plus grande ville marocaine, les 2 bâtiments étaient habités par 8 familles et comptaient 4 étages chacun. 16 blessés ont été évacués vers le centre hospitalier universitaire de la ville et par mesure de précaution, les habitations voisines ont été évacuées.
Les opérations de recherche se poursuivent pour tenter de sauver et secourir des personnes qui pourraient être bloquées sous les gravats. Cet accident survient à quelques jours de l'ouverture de la Cannes. La ville haute est connue pour abriter l'un des centres urbains les plus pauvres du royaume, où les infrastructures sont vieillissantes dans de nombreux quartiers. La Cour pénale internationale a condamné ce mardi le chef de milice soudanais Ali Kouchab à 20 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, des faits perpétrés durant la guerre civile il y a 20 ans dans la région du Darfour à l'ouest du Soudan. Le reportage. Les juges de la Cour pénale internationale ont condamné mardi un chef de la milice soudanaise, Janjaweed, à 20 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors du conflit au Darfour il y a plus de 20 ans. Lors d'une audience le mois dernier, les procureurs ont requis la prison à perpétuité pour Ali Mohamed Ali Abdelrahman, qui a été reconnu coupable en octobre de 27 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment pour avoir ordonné des exécutions massives et battu à mort 2 prisonniers à coups de hache en 2003 et 2004. Abdelrahman, 76 ans, s'est levé et a écouté sans montrer aucune réaction lorsque la juge présidant l'audience, Joanna Corner, a prononcé la sentence. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.